Et bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Salut Nonos, salut Valek, salut BDG, Doc Jackal Elfie, Duck of Change, Talvion, Azur, Podolook, Evans, Warlock, Ténarion, Arana Evans, Ectelion, Kaivan, Numérique, Benjamin, Le Grand Rouin, Teldan. J'espère que vous allez tous bien. Moi j'ai la pêche, week-end de 3 jours, c'était stylé. Je me suis bien reposé. Enfin, vite fait, parce que je joue au café quand même. Mais c'était très bien. J'espère que vous avez profité aussi de vos congés. Un immense merci à Podolook pour le Prime 4 mois. Merci beaucoup. Merci à Lynchco pour les 1 an de Prime. Merci infiniment. Merci à El Richter pour 2 mois de Prime. Merci beaucoup. Merci à Warlock pour les 11 mois de Prime. Merci à Ténarion pour les 6 mois de sub. Merci beaucoup. Merci à Arana Evans pour les 5 mois de Prime. Merci à Ectelion pour les 13 mois. On dépasse l'année. Il va falloir que je commence à réfléchir à des nouveaux badges. En tout cas, merci beaucoup Ectelion pour la confiance. 13 mois déjà, c'est fou. Merci à Duck of Change pour les 5 mois. Et de rien pour le tournoi, c'était cool. En tout cas, merci à vous. Ça fait plaisir. On a eu plein de news aujourd'hui et hier. Je me demandais sur quoi allait porter le stream d'aujourd'hui. Eh ben, il y a plein de choses à dire. Un petit point sur les streams. Je suis en pause la semaine prochaine de stream parce que je suis pas là. Et du coup, c'est le dernier stream avant le lundi 28. Je pense que le lundi 28, on fera analyse Battle Tom, Caradron ou Korn. Et le vice-versa, enfin l'autre sera fait dans la foulée la semaine. Donc la semaine du 28, on fera analyse des 2 Battle Tom. Ça sera déjà sympa. On fera les 2 dans la semaine, vous inquiétez pas. Hein. Salut DataWeb, salut Lazy, salut Tilk, salut Machandia, Ellis. Et sinon, ouais, du coup, là, petite pause de 13 jours. Et puis après, on reprend tranquillement pour toutes les nouveautés, parce que en fait, ça va être chargé. Hein. On a le reveal des Nains du Chaos le vendredi 18. On a les Battle Tom Korn et Caradron dont on va avoir le contenu samedi, dernier délai. Donc ça va être extrêmement chargé quand je vais revenir. Hein. Quand je vais revenir de ma pause, là, le 28 juillet, ça va être chargé. On va beaucoup discuter. Mais c'est bien, c'est très bien, ça avance. En plus, on va y revenir, mais on a enfin des Battletoads avec énormément de changements. Ça a l'air assez dingue, donc c'est très stylé. Ouais, les nains du chaos, ça sent le craquage. Hein. Si les fixes sont jolies, ça sent le craquage. Donc, mon banquier me déteste, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, au programme ce soir, on va parler un petit peu du tournoi de ce week-end, assez rapidement. Hein, c'était très intéressant, on va revenir dessus. Ensuite, on parlera un petit peu de Crucible. Rappel à tous les joueurs de Crucible, il vous reste 2 semaines pour finir vos matchs. J'ai fait le point avec pas mal des poules. Ça avance bien, mais ne vous relâchez pas. Et ensuite, on parlera évidemment de Cardon et de Korn. Je vais devoir revendre mes SCE ou les LRL pour acheter un du chaos. Ouais, c'est le cycle de la vie, hein, c'est un peu comme ça. Les nains du chaos vont probablement être cause de divorce. Ils vont être cause de beaucoup de choses, je pense, les nains du chaos. Hein. C'est une armée extrêmement attendue, je pense. Donc ça risque de faire des cartons dans les porte-monnaies. Salut Père Blanche. On va commencer, on va discuter un petit peu du tournoi de ce week-end, dont voici les résultats. On a Grégoire, bravo à lui, qui finit premier en Zench. Martin qui finit avec un sous-marin nucléaire en deuxième en Skaven. Je sais pas si j'ai envie de dire bravo à lui, vu qu'il a perdu une game quand même. On a Zazou en Soulblight qui finit en troisième avec un 20-0 contre lui en dernière ronde. Donc clairement, il mérite pas d'être troisième, il mérite d'être dernier. Ensuite,
On a Guillaume qui finit 4e avec Cruel Boys. On a un Cruel Boys en 5e encore. Du Sob en 6e avec le Bon Brax. Kos qui s'est pas mal débrouillé avec Alexis. Un sous-marin également Caradron, mais c'est un peu plus fluff que Scaven. Et on a un Scaven en 9e. Et puis bon, après, c'est un peu plus loin dans le classement. Je ne veux juste pas qu'ils aient des règles abusées pour ne pas subir les brimades comme LRL. Non, mais les brimades contre LRL, c'est principalement parce que tout le monde déteste les elfes. Les nains, en fait, rendez-vous compte, si les nains du chaos sont abusés, ils sont jamais shame les nains, donc il n'y aura pas de problème. Entre Léo et Martin, ça devient une spécialité Scaven le sous-marin. Ouais, non, mais c'est un peu la marque de fabrique, quoi. Du coup, on va regarder un coup la liste de Grégoire, puisque Zench, en général, je trouvais pas ça très fort. Il a prouvé qu'il pouvait gagner 5 games d'affilée. Donc, bravo à lui. Il joue en Restless Wrathful. Sur une liste très... il continue un peu sur le classique du Zangor qu'on pouvait déjà retrouver un peu avant. Avec sa petite touche à lui, entre guillemets, puisqu'il a quand même 6 disques de corps à corps et 3 disques de tir. C'est une config qu'on avait déjà vue avant, mais bon, en tout cas, après avoir échangé avec lui, ça lui a bien plu. Il a trouvé le Demon Prince excellent. Donc, si jamais vous vous posez des questions en Zench, a priori, le Demon Prince sans les ailes est excellent. Donc, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre ? Bon, en tout cas, la liste tourne très bien. Je pense que... alors, je pense, peut-être j'ai tort, je pense qu'en early saison, le changement de tactique est plus fort qu'il ne le sera un peu plus tard. Ça restera fort, mais je pense qu'il est un peu plus fort que ça ne le sera plus tard parce qu'il y a éventuellement beaucoup de tactiques qui ont été bêtement loupées. Et du coup, ça fait qu'avoir des tactiques free, une tactique free ou deux, c'est beaucoup plus fort que ce qu'il n'y paraît. Il n'empêche, ça restera très bon. Je ne sais pas également aussi à quel point ses adversaires jouaient bien avec les obscurants, parce que tu peux vraiment emmerder Keros sur les obscurants. Donc je ne sais pas à quel point ça s'était bien joué. Si jamais on avance dans la saison et que les adversaires commencent à mieux jouer, Keros va perdre un peu de value. Donc on verra un peu si jamais la liste reste top. Mais en tout cas, un immense bravo à lui pour avoir réussi à amener en 5-0 une liste pareille. C'est preuve que non seulement Zench fonctionne, mais aussi d'une grande qualité de joueur. Donc bravo à lui. Et puis c'était très cool, joueur très sympa. On a pu discuter un peu. Donc c'était très très bien. Un petit Ogruid, ça serait quand même plus funk. L'Ogruid est très funk, je suis d'accord. Les listes de CAC, c'est vraiment tout mou quand même. Ça te fait des trucs. C'est pas que le but. Hein. Le but, c'est que ça soit très rapide, c'est que ça fasse d'autres choses. Il t'en parlerait mieux que moi, mais de mémoire, il n'a pas été du tout déçu par les disques de CAC. Hein. Mais après, bon, tout se discute. Hein. Enfin bref, voilà, la liste gagnante. Bravo à lui. On va aller regarder rapidement la liste que Martin avait décidé d'amener, même si on l'a déjà vue pour les gens qui n'étaient pas là. Il avait décidé de ramener Screech, 40 Storm Vermin, un Master Moulder, 60 Clan la nouvelle cloche et Kritok. Il perd sa game 1 contre Nighthaunt et après il gagne tout le reste. Voilà, grosso modo. Le fameux 60 Storm Vermin qui n'en a que 40, exactement. Zazu, on va pas regarder sa liste parce qu'il a fait un 0 sur la dernière ronde, donc il mérite d'être dernier, on a dit. On va regarder un peu les deux listes Cruel Boys. Hop. Le meilleur LRL, il a fait combien? Je sais pas si on avait un LRL. On n'avait pas le LRL, je pense. Hein. J'ai pas vu de LRL. Non, on n'avait pas de lunettes. Donc Guillaume qui a fait un bon parcours avec son Kragnos, le Vautour, 9 Bolt Boys, un Break a Boss, une Killbow, un Shaman et 20 Gutripa et un Gargan. Intercept c'est nul, oui je suis assez d'accord avec toi. Il y a des choses beaucoup plus faciles que Restless Intercept.
on ne parlera pas du Kragnos qui a passé une game entière à ne pas bouger. On ne parlera pas de ça. Ensuite, on a Jérémy qui avait une liste Cruel Boys également. On va regarder rapidement. Et lui avait décidé de jouer le nouveau Scum Drake, 40 Gutripa, un Slogot, 2 packs de Monster 2 passes de Ball Boys, un Shaman, un Killaboss, un des nouveaux Killaboss, une bannière et un Vautour. Donc là, on voit que le Vautour est quand même bien apprécié. Je sais pas à quel point il est bon. Je sais qu'il est très tricky, mais je sais pas si c'est vraiment le point fort de KB, alors que tu as vraiment beaucoup d'unités extrêmement peu chères. À quel point c'est meilleur qu'avoir 2 packs de Monstakila qui vont sur la map, qui font des trucs, je sais pas. À voir. Hop. Salut Scara. Voilà un peu pour le podium. Et sinon, en termes de débrief, non mais il est jouable, je dis pas ça. Ouais, il est complètement jouable. C'est juste qu'il est, je sais pas à quel point c'est plus efficace en Call Boys que de spam une unité qui vaut 110 et qui est vraiment très bonne. La liste Fire Slayer. Bon, on l'a déjà vu, hein, les gars. J'ai fait la review, c'est sur YouTube. Vous pouvez tout retrouver, je vous la mets, mais on a déjà tout vu. Hein. Toutes les listes, elles sont sur YouTube. Du coup, ouais, très intéressant parce que sur le tournoi, on a fait des scénars qui étaient pour moi les plus intéressants de la nouvelle version. On a fait Cyclic Shift, Pass of the Fae, Rolling Roots, Grasp of the Thorn et Passing Season. Et je pense que tous les scénarios ont surpris. Il y a eu des surprises sur tous les scénarios. Peut-être Rolling Roots, il y en a eu le moins eu. Mais Cyclic Shift, il y a eu des grosses surprises parce que bloquer des objets, c'est assez surprenant. Pour info, on a joué Restless Energy de manière à ce que tu puisses le scorer si l'adversaire désactive le contrôle d'un objectif. J'ai roule que Restless Energy, c'était tous les objectifs contrôlables pour qu'ils soient jouables. Mais c'était très intéressant à regarder. Le deuxième scénario, Pass of the Fae, c'était génial. De voir tout le monde découvrir ce scénario en live, c'était exceptionnel. J'ai vu des folies sur toutes les tables. Et je pense vraiment qu'il faut jouer ce scénario 1 ou 2 fois avant de le comprendre. Si vous ne l'avez pas joué en amont, vous allez vous vautrer. Le scénario est exceptionnel. Si vous le jouez correctement, vous avez vraiment, vraiment un avantage. Si vous le jouez correctement et que l'adversaire ne le joue pas correctement, il ne peut pas gagner. Vous ne pouvez quasiment pas ignorer le scénario. C'est quasiment impossible de gagner en ignorant le scénario. Donc, c'est extrêmement important de savoir le jouer. Rolling Roots, de mémoire, c'est le Strike Last. Celui-là, je crois qu'il n'y a pas eu de dinguerie, même si je pense qu'il est extrêmement intéressant. Sur Grasp of the Thorn, on a eu quand même un Kragnos bloqué, hein, entre autres. Il y a probablement eu d'autres dingueries bloquées. Donc ça change beaucoup de choses aussi, hein. Ça change des games entières, hein, quand vous jouez avec 600 points de moins. Donc c'est très 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 impactant. Donc bien faire gaffe à savoir comment le jouer. Et Passing Season, on a quand même eu en finale un des deux joueurs qui avait mal lu le scénario et du coup qui se vautre complètement sur son plan de jeu. Donc relisez bien le scénario, lesquels objectifs s'activent en premier, lesquels objectifs s'activent round 2, etc. C'est assez important. Lire, c'est fort. Donc essayez de les lire, jouez-les. Je pense que ça fait partie des scénarios les plus complexes qu'on ait eu depuis un moment. Et c'est extrêmement, extrêmement cool. J'avais dit aussi pour le tournoi que comme on commençait un peu une nouvelle saison, presque une nouvelle version, je voulais que les gens puissent se sentir un peu libres de ramener ce qu'ils veulent, même si tout n'était pas peint. Donc j'avais accepté qu'on ait une petite partie de l'armée qui ne soit pas peinte et tout le monde a joué le jeu, c'est-à-dire que personne n'est venu avec une armée complètement peinte, ni même à moitié peinte. On a toujours eu
la majorité peint et 1 ou 2 unités pas peintes, ce qui honnêtement ne nuisait pas du tout à la lecture des tables. Je pense que ça n'a pas nuit du tout au fun des gens et ça permet à tout le monde de sortir un peu des sentiers battus, de tester des choses et de venir avec des choses qu'ils avaient envie de voir sur table, même s'ils n'avaient pas le temps de peindre. Donc j'ai bien aimé le format là, d'être un peu plus cool sur la peinture. On n'est pas sur un tournoi de haute volée, on est sur un petit tournoi de quartier qui était très cool et avec de la découverte. Et du coup, le but, c'était d'encourager ça. Pour Crucible Phase 2, ça sera pareil YouTube, hein, je sais pas encore. Je serai probablement très cool dessus à revoir. Probablement dans la même idée, j'imagine. Je pense dans la même idée. Merci beaucoup, York Shorter, pour le 7e mois de tier 1. Merci infiniment. Mais ouais, j'ai bien aimé le fait d'autoriser une toute petite partie de l'armée à ne pas être peint, parce que je trouve que c'est toujours mieux que de demander à quelqu'un de rush son unité pour qu'elle soit là. Au final, il y a une unité hyper moche. C'est presque pire que d'avoir une unité pas peinte. Et en plus, derrière, bah, l'unité, elle va rester moche parce qu'il va y avoir la flemme de repeindre dessus. Donc, dans l'absolu, j'ai un peu préféré le format pour permettre aux gens d'avoir un poil de flexibilité dans leur liste. Donc c'est possible que je refasse ça pour Crucible. Même si, bien sûr, on aimerait bien que le tout soit peint. Le but, c'est quand même de jouer. Et pareil, en ce qui concerne les proxys, il y a des gens qui m'avaient demandé, si je joue que ça dans l'unité, si je joue, par exemple, je sais plus, que un Vermin Lord Intel, et que mon Vermin Lord, c'est pas le bon, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Moi, je serai toujours très cool là-dessus. L'important, c'est que ça soit extrêmement clair pour l'adversaire. À partir du moment où c'est très clair pour l'adversaire, il n'y a aucun problème. Au prix des filles, ça fait mal de bâcler la peinture. Ouais, en plus. Donc, forcer les gens à peindre en speed. Alors, bien sûr, j'ai pas envie que le mec se pointe avec une armée full grise. Mais là, tout le monde a bien joué le jeu. Donc, c'était extrêmement agréable. Merci à tout le monde. Personne qui s'est pointé avec vraiment tout qui n'était pas peint. Donc, bravo à tout le monde. C'était très bien. En parlant de Crucible, on va faire un petit point sur Crucible. On a... alors, attendez. Que je retrouve... Hop. Attendez. Toc. Je vais ouvrir ça. Hop. Donc, nous avons... 106 matchs joués sur 204. Donc, on est un poil à la bourre. Mais j'ai fait un peu le tour des poules. Globalement, ça a l'air d'aller. On a quand même Canley et Millefeuille qui sont en passe de finir. Là, il leur manque un petit match pour finir. On a quelques gagnants déjà. On regarde chez Choucroute Garni. On n'a pas encore de gagnant puisqu'on a Pronodon qui est candidat à gagner aussi. Il faudrait que sur son dernier match, je ne sais pas contre qui il fasse plus que 13 sur 20. Ce qui n'est pas si évident, hein. Donc, il y a Eldera en corne qui est en compétition avec Pronodon sur la poule 1. Ça promet d'être intéressant. En poule 2 des Canley, on a déjà Aranae qui est qualifié. Bravo à lui. Il reste un match à jouer qui va être joué bientôt, je crois. Sur la poule 3, il nous reste encore beaucoup de matchs. C'est dur de savoir qui va gagner. On a Shifty qui est en 2 wins, mais tout peut basculer à n'importe quel moment. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. En poule 4, nous avons Morgrim qui est en 3 matchs, 3 wins. Est-ce que quelqu'un peut le rattraper? Oui. Si jamais il perd sa dernière, on a Pomme de Renette qui peut le rattraper. Oui, d'ailleurs, il joue contre. Je crois que c'est. Oui, il reste plus que le match là. Pomme de Renette, Morgrim. Il faut que Pomme de Renette gagne le match. Oh, il faut qu'il gagne le match de beaucoup. Il faut que Pomme de Renette gagne le match de 15 minimum. S'il gagne le match de 15, Pomme de Renette gagne. C'est ça ou je raconte des conneries? 15 ou plus, ouais. Ça a l'air d'être ça. Hein. Donc c'est encore faisable, mais il faut que notre bon joueur Cruel Boys fasse un petit score, donc à voir. Très intéressant. Côté Bœuf Bourguignon, on a Cyrinaldo qui est déjà premier, je crois, puisque Griffith est derrière en ayant joué tous ses matchs. Et ensuite ici, on a Tristan, si jamais... Tristan qui a joué qu'un seul match. Donc s'il fait 3 victoires
sur ces 3 matchs et qu'il dépasse 53, alors ça semble peu probable, mais s'il fait 3 victoires et qu'il gagne plus de 53, il peut passer devant. Mais a priori, ça semble peu probable si Ronaldo a l'air plutôt lock. En tout cas, son destin est entre ses mains, puisqu'il suffit pour lui de gagner contre Tristan pour l'emporter. Côté pain au chocolat, on n'a qu'une gamme de jouets, rien à dire. Côté tartiflette, nous avons un joueur absent, donc il y aura moins de matchs, il n'y aura que 3 matchs par personne. Et Kies ne pourra pas jouer. Du coup, c'est un peu la course quand même. On a quand même encore pas mal de gens qui peuvent l'emporter. Hein. Les 3 premiers peuvent l'emporter. A priori, Tern, ça me semble extrêmement compliqué pour lui de gagner. Non, je pense pas qu'il puisse gagner du coup, avec en 2-0, en 0-2. Côté tarte tatin, nous avons donc. C'est très serré. On n'a pas encore de match de Moby, donc à voir. J'espère qu'il va réussir à faire ses matchs. On a Iraz qui est déjà en 2 victoires sur 2 matchs joués, donc il a l'air bien parti, mais tout peut encore basculer. Côté cassoulet, on a Métis qui est bien parti avec 3 victoires pour 3 matchs joués, mais c'est pas encore fait puisqu'on a Elitank qui le talonne. Ansel ne pourra pas le rattraper, donc ça va se jouer entre Elitank et Améthyst, même si Zut, en vrai, Zut pourrait tout rattraper. Donc à voir, il faut que ça avance. Côté Madeleine, on a une win partout, donc c'est très difficile de savoir qui va l'emporter. Jackknife a pas l'air si bien, même si pour le moment il est premier, parce qu'il a déjà joué 3 matchs. Donc ça semble compliqué pour Jackknife de l'emporter. Maintenant, on va voir. On a game avec Zut ce soir. C'est stylé. Let's go. Côté Ratatouille, nous avons No Rêve qui est en 2 victoires sur 3 matchs joués. Donc il a l'air en bonne position, mais rien n'est fait. Hein. On a Vava qui peut aussi l'emporter. Et on a Promo Champi qui peut aussi l'emporter. Donc on a quand même 2 candidats ici qui peuvent le dépasser. Donc il faut avancer. Sur la poule éclair, on a Sebed qui ne pourra pas jouer. Donc on n'aura que 3 matchs par personne. Et on n'a pas du tout d'avantage pour l'un ou l'autre. Côté Queen Yaman, nous avons donc Artemis qui mène par 2 victoires. Mais il est fort probable que Yellow Coat Club Banana puisse lui repasser devant, puisque lui, il a joué que 2 matchs et il a fait ses 2 victoires. Donc, tout peut encore arriver. Côté Bouillabaisse, nous avons trop peu de matchs joués. On a David Tilk, malheureusement, qui ne pourra pas être là. Donc, on ne jouera que 3 matchs par joueur. Côté Macaron, il y a tous les joueurs qui ont joué 2 matchs sauf Hysterius, donc j'espère qu'ils vont réussir à s'en sortir pour faire les matchs avec Hysterius. Ceci étant, Bobby-Wan a l'air bien parti, mais tout peut encore arriver. Salut Sultan. Sur Clafouti, on a Kite qui est en bonne position, mais il a déjà perdu un match, donc rien n'est joué. Il y a encore pas mal de joueurs qui peuvent probablement l'emporter, donc il faut se reprendre. Et il y a rien n'est perdu. Personne n'a encore perdu cette poule. Très intéressant. Côté Blanquette de Vaud, on a Chochuro qui est en 4 victoires. Donc Chochuro est notre 2e qualifié. Essayez quand même de finir vos matchs. Vorti, Ioannito, Ivan, c'est Gosami Sky. C'est du bon training normalement. Donc essayez de finir vos matchs. Ce serait très stylé qu'on ait tous les matchs joués. Même si malheureusement, pour vous, Chochuro va forcément être premier puisqu'il a fait 4 victoire. Bravo à lui, notre 2e qualifié en Cities of Sigmar. Côté coq au vin, pas très difficile de savoir qui va sortir puisque tout le monde peut encore l'emporter. Florou va galérer un peu avec 2 défaites, mais alors Metek avec 3 défaites ne pourra probablement pas l'emporter. Pourra pas l'emporter. Florou pourrait potentiellement, mais c'est pas sûr. Côté des poules hautes à 5 matchs chacun sur la poule Quiche-Lorraine, ils ont besoin d'avancer un peu plus sur les matchs, mais Léo a l'air bien parti. Donc il est déjà à 3 victoires sur 3 matchs, il en a encore 2 à jouer. C'est pas encore gagné, hein. Il n'y a que des gros clients, donc c'est pas encore fait. Je crois qu'il me manque un match d'ailleurs à rentrer là-dedans. Donc il est possible qu'on ait un match de retard là-dessus. Il me semble que j'ai pas tout rentré. Attendez, je vais voir si on a les trucs. Non.
Non, mais je crois qu'ils ont joué hier, Taze et je ne sais qui, et je sais plus qui. Je me demande si c'était BG et Taze ils ont joué, mais ils m'ont pas donné de résultat. Donc je ne sais pas. Mais voilà, Rouen qui a de l'avance. BG a gagné, mais je ne sais pas de combien. Très bien. BG va maintenir un peu un écart avec Rouen, mais si Rouen perd, BG peut monter. On a Thomas qui est mal barré puisqu'il est en 0-2, Romain qui en a perdu une, et c'est pas forcément le drame. Et après, Thaïs qui en aura perdu une, a priori. Il faudrait qu'Aléric se bouge, parce qu'Aléric n'a pas encore joué de partie. Il faut qu'il en joue 5. Côté croissant, je sais qu'Agony a joué un match, je crois, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il a une défaite contre Babi en plus. Donc Babi est en 2 wins sur 4 matchs. Et Agony a joué un match et a fait une défaite. On a Antoine qui est très bien parti puisqu'il a déjà une victoire sur Yorin. De mémoire, il a une victoire sur Yorin. Et du coup, si personne n'arrive à battre Antoine est bien placé pour finir premier. Maintenant, il a joué que 2 matchs, il en a encore 3 à jouer. Il va falloir qu'il prouve ce qu'il vaut pour pouvoir l'emporter, puisque Yorin est confortablement installé avec 3 victoires. Si Yorin en gagne encore une, il faut qu'Antoine gagne tous ses matchs, sinon ça va se jouer au point. Donc ça va être très intéressant. Et côté soupe à l'oignon, on a trop peu de matchs pour dire quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Maintenant, ce que je voulais voir, et je vous ai préparé un truc, et je pense que ça va vous intéresser, c'est les stats sur les tactiques. Donc, tout ce que je vais vous montrer, ça concerne les matchs joués. Salut Scar, merci beaucoup pour le subtien. Donc ça concerne l'ensemble des matchs joués. Et voilà, déjà, la moyenne des points scorés. Attendez, j'ai un problème là. J'ai mal mis à jour. C'est pas possible d'être aussi bas. Attendez, j'ai dû faire une bêtise quelque part. Pas comme filtre. Ah oui. C'est bon. C'est bon, voilà. Excusez-moi. Voilà la moyenne des points scorés. Donc là, vous voyez que les tactiques sont pas si éloignées que ça. À part à Tune to Gairan, on voit qu'à Tune to Gairan, ça galère vraiment. Mais sinon, en vrai, l'équilibrage n'est pas si immonde. La problématique de regarder que la moyenne, c'est que, par exemple, Intercept, vous allez souvent le scorer à max, et du coup, ça va tirer votre moyenne vers le haut, mais ça veut dire aussi que vous risquez peut-être de la scorer à 0. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ici, on a déjà ça. Ça, on en avait déjà parlé. J'ai rajouté le win rate. Je ne sais plus si vous l'aviez vu, mais bref, en tout cas, j'ai rajouté le win rate en fonction des tactiques choisies. Si vous choisissez Intercept, en général, vous avez 54% de win rate. Si vous choisissez RSS, vous avez 51%, etc., etc. On voit que Hatchin to Gairan galère dans tous les cas. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir filtrer. J'ai rajouté du filtrage sur l'ensemble de ces tableaux. Et on va essayer de filtrer pour voir si on a des tendances par pool. Donc, on va regarder les poules basses versus les poules hautes. Donc, je vais prendre les 10 premières poules. Hop. Je vais prendre les 10 premières poules et on va regarder un peu ce qui se passe. Alors, sur les 10 premières poules, petite question, Nurgle en solo, c'est jouable et arrive peur? Pas du tout. Non, Nurgle, c'est très bon, il n'y a pas de problème. Donc, côté poule basse, nous avons donc Intercept qui a l'air de carry. On a Attune qui est très bas. On a Wrathful un peu en bas. Mais on est globalement homogène sur la moyenne des points. Mais en fait, la moyenne des points, ça ne va pas vous donner, ça va pas vous dire si vous gagnez votre partie. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que sur les poules basses, Master of the Pass vous fait gagner la partie énormément. Et Wrathful, alors j'exclus toujours Attune parce qu'Attune est très dur, mais Attune vous fait vraiment ramer sur des games. Là, on le voit, 23% en poule basse, c'est vraiment catastrophique. La moyenne, normalement, est censée être à 50. Donc, tout ce qui est en dessous de 50, c'est pas bon. Et tout ce qui est au-dessus, c'est plutôt bon. Donc, Wrathful a pas l'air d'être si évident à jouer en poule basse. Donc, c'est assez intéressant. On remarque que moi, je trouve que Wrathful est très intéressant, mais ça n'a pas l'air de marcher si bien que ça en poule basse. Alors que Master the Pass, qui est vraiment pas si simple que ça, bah, il a l'air de vous aider beaucoup à gagner. Donc ça, c'est un tableau qui est vraiment très très intéressant à voir en fonction de votre niveau et du niveau que vous pensez rencontrer.
Côté scout, restless et intercept, c'est plutôt mid, quoi. Maintenant, si on prend l'inverse, on va prendre les poules hautes. Donc, excusez-moi, je vais clear la sélection et je vais prendre. Alors, je prends pas la 21 parce que la 21, c'est un peu la poule des retardataires, donc le niveau est pas forcément représentatif. Mais je vais prendre les poules hautes. Vous voyez ce qui se passe dans les poules hautes? On a Scout qui a 40%, Master the Pass qui a 43%, Vrasful qui reste à 46%, et d'un coup, on a Attune to Gairan à 55%. Vous vous rendez compte de l'intérêt aussi d'avoir ce genre de filtre possible, hein. On a Restless qui est à 50%. Intercept reste très bon, hein. On garde une bonne proba de win pour l'instant sur Intercept. À voir si ça évolue dans le temps. Les règles AOSFF concernant les tactiques pour la ligue sont sorties. C'est quoi les règles du coup? Parce que j'ai pas encore lu. Mais du coup, c'est extrêmement intéressant de voir que en poule haute, Scout c'est la sauce. Par contre, à Tune to Gairan, les gens galèrent pas. Et ça, c'est fou. Une de chaque, 4 max d'une. Ok. Ça, c'est extrêmement surprenant. Alors, par contre, on voit pour défendre. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi la moyenne des points scorés. Vrasful vous score en poule haute quasiment 9 points. Donc, ça veut dire que pour défendre, ça se trouve là, Vrasful est certes que à 46% de win, mais ça vous permet de sauver des points, probablement. Donc, ça veut dire qu'en team, Vrasful garde un très bon intérêt. Parce que c'est Vrasful qui vous permet de scorer le plus de points. Alors, ça ne vous permet pas forcément de gagner, mais ça vous permet de rattraper l'écart, Vrasful. Gairan, ça dépend de l'expérience du joueur. Donc, apparemment, c'est ce que le graphe a tendance à nous dire. On remarque aussi que Gairan, on a quasiment personne qui en marque 0. Et la plupart des gens en marquent 1, voire 2. Peut-être aussi que Gairan en haute poule n'a été que pris par des joueurs forts, hein, ça peut arriver. On n'est pas sur un échantillon énorme. Donc, c'est un début de discussion, c'est pas forcément des conclusions définitives, c'est un début de discussion. Mais ça reste assez intéressant de voir 55% de win sur Attune to Gairan sur les matchs hauts. Vrasful, ça donne quand même beaucoup de contrôle à l'adversaire sur l'outsider. Oui et non. Je crois qu'Aitune en pool haute, c'est joué beaucoup par KB qui a beaucoup de MSU. C'est peut-être possible, ouais. Une valeur sûre, c'est intercept, une recover. Ça ressemble à une valeur sûre. Maintenant, dites-vous bien que plus vous allez jouer, plus les joueurs vont savoir jouer contre. Et plus les joueurs vont potentiellement adapter leur liste pour jouer contre. Là, il faut voir qu'il n'y a pas du tout encore eu de tech ou de liste techée pour contrer des tactiques. On découvre les tactiques. Intercept and recover, vous allez pouvoir techer contre. Donc, mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air, sur le papier en tout cas, d'être plutôt bon à bas, voire à haut niveau. Donc, Intercept and Recover, ça ressemble à une valeur sûre, tout comme Restless Energy. Restless Energy, t'es à 50% et t'es en average point 7. Master the Pass permet de punir les erreurs, forcément plus facile dans les poules basses. Ouais, peut-être que Master the Pass permet de défendre, ça permet d'être défendu. Je pense que Scout bas en poule haute, c'est potentiellement des gens qui ont testé Scout sur des listes et qui ne sont pas rendus compte que c'était plus dur que prévu, j'imagine. Donc à voir, c'est intéressant. Après, on pourrait également faire du tri par battle plan. Et ça, c'est très 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 rigolo. Par exemple, est-ce qu'on a des battle plans qui ont l'air chiants pour certaines Je réfléchis. On a quoi comme battle plan où il n'y a pas de No Man's Land? C'est ça qui m'intéresserait. Ah bah attendez, je les ai là. Pas Passing Season, pas celui-là. Celui-là. Surge of Slaughter. Alors sur Surge of Slaughter, il y a Evans qui compte en scouting avec sa liste où ça marche pas. C'est vrai qu'on a Evans là-dedans qui nous plombe un peu le score. Ça se trouve, c'est juste ça. Hein. Alors, c'est intéressant. Donc là, on n'a pas de No Man's Land. Donc normalement, la deuxième de Master the Pass, elle est censée être dure.
Et Masters the Pass, on a quand même 33% des gens. On a 33 plus 22, donc on a quand même 55% des gens qui l'ont pris qui ont réussi à faire 2 ou 3. C'est assez impressionnant. Attendez, je raconte pas des conneries. Hein. Par contre, c'est marrant, Restless Energy, personne n'a fait le dernier sur Surge of Slaughter. Bah, le deuxième est déjà très dur hein, sur Restless. Restless Energy, le deuxième est déjà très dur. Par contre, on reste à 50% de win rate. Hein. C'est assez impressionnant. Hein. On a Intercept à 62% dessus. Hein. Et Scout à 60% sur celui-là. Après, on pourrait regarder un autre qui est aussi pardon. Après, il faudrait voir aussi combien on en a, parce que là, en restreignant par Battle Plan, on a un échantillon assez bas, probablement. Donc, par exemple, Lifefruit, tiens. Lifefruit, c'est intéressant. Wrathful à 100% de win. Après, il faudrait voir combien de matchs on... Ouais, il y a très peu de matchs qui ont été joués. Il y a 4 matchs qui ont été joués sur Lifefruit. Donc ça, c'est vraiment pas représentatif. Il n'y a que 4 matchs. Il y avait combien de matchs sur Surge? Oh, il y en avait quelques-uns, pas énormément. Pass of the Fey, on n'a pas tant que ça. Bah forcément, les scénarios, ça divise beaucoup. Hein. Ça divise beaucoup, donc c'est beaucoup moins fiable. Ce qu'on voit ici, c'est beaucoup moins fiable. Hein. Parce que faudrait mieux prendre des groupes de scénarios qui se ressemblent. Mais c'est difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de scénarios qui se ressemblent. Donc c'est quand même assez intéressant de pouvoir filtrer ce genre de choses. Ça donne un peu accès à des outils pour voir un peu les tactiques. Donc je voulais vous montrer un petit peu ça. C'est assez intéressant du coup de voir un peu les perfs des tactiques et de voir un peu comment jouer et quoi jouer. On pourrait aussi filtrer par armée, mais je crois que je ne l'ai pas mis en place, le filtrage par armée. Ça pourrait être intéressant de voir quelles armées font le mieux, quelles tactiques. Mais bon, bref, c'est pas encore fait, mais je pourrais le faire à un moment. Voilà un petit peu ce que je voulais débrief sur Crucible. Maintenant, on va discuter un petit peu. Enfin, on va discuter 2 minutes. Si jamais vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. Je vais lire un peu le chat. En gros, tout est bon sauf scouting. Ben non, parce que si tu regardes les stats globales, la Tune to Gairan est vachement bas. Scouting est à 48%, quoi. Programme Homemade. Non, c'est un outil qui s'appelle Coda. Donc, ouais, faut faire gaffe quand même. Hein. Evans, moi je devrais compter pour rien. Tu plombes un peu scouting. Hein. Je pourrais t'exclure de l'équation si tu veux, mais c'est un peu chiant à faire. Je te retrouve là-dedans. Il faudrait que je te retrouve, Evans, où est-ce que t'es? Attendez, je vais retrouver là. Comment je vais retrouver? Évidemment, je peux m'en sortir. C'est peut-être même pas ton pseudo, en plus. C'est même peut-être pas ton pseudo Discord, donc en vrai, je vais peut-être galérer alors que c'est pas ça ton pseudo. Ton pseudo Discord, je sais plus ce que c'est. Ah putain, tu pouvais pas faire simple quoi. Donc là, je t'exclus des joueurs 1, il faut que je t'exclue des joueurs 2 aussi. T'es peut-être pas du tout en joueur 2. C'est intéressant. Peut-être pas été en joueur 2. Bon, est-ce que ça change? Ah ouais, Scouting Force, c'est bien vachement meilleur d'un coup. D'un coup, Scouting Force, c'est meilleur. Scouting Force a pris 4%. Hein. Bravo, bravo Evans. Hein. Scouting Force repasse la barre des 50%. Marrant. Salut mes techs. Bon, est-ce qu'on va parler un peu des news?
Ah, des Stratos gratos. Merci. Alors, les news, on a eu plein de choses et honnêtement, il n'y a que des dingueries. Déjà, je ne sais pas si vous l'avez loupé, mais là, la semaine prochaine, ce samedi, on peut préco Korn et Caradron avec tout qui sort d'un coup. Ça se voit qu'ils sont à la rue et qu'il faut tout sortir. Donc vraiment, Caradron, ça a l'air fou. J'ai trop envie de tout acheter en Caradron. RIP le portefeuille. Mais bon, on verra. Korn, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, je pense. Mais voilà, donc déjà, grosse news. Korn et Caradron qui sortent ce week-end. C'est-à-dire que samedi, on a toutes les règles. Ceci étant, nous avons déjà un bel aperçu des règles. On va commencer par Caradron, puisqu'on va faire ça dans l'ordre de ce qui a été montré. Donc, tout ça c'est du fluff, on s'en fout. On s'en fout. Alors, le Battle Tom garde ses traits de High Fly des Sky Vessels. Donc, les bateaux, ils vont pouvoir déplacer les unités, mais plus que à votre tour. Et ça, c'est déjà énorme. Ça veut dire que le gameplay Caradron qui reposait sur un redeploy n'existe plus. Il va falloir des choses pour compenser. Mais c'est un gameplay extrêmement négatif pour l'adversaire. Et de la même manière que Cruel Boys, ils ont enlevé la TP en phase adverse, c'était logique qu'ils enlèvent le redeploy en phase adverse. Maintenant, faut espérer qu'ils ont chopé plein d'autres choses pour compenser ça, parce que ça risque d'être un peu faible si jamais c'est pas compensé. Maintenant, je pense qu'ils le savent. Il y a plein de nouvelles unités. Il y a de quoi faire maintenant en Caradron. Donc on espère très très fort que les nouvelles unités vont compenser et que le gameplay va être très cool. Tout le NPE viré. Ouais, c'est vraiment très cool. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils font sur les derniers Battle Tom là. Donc maintenant tu peux désigner un de tes vaisseaux pour être le flagship et ça te permet d'avoir 2 Endrinwork au lieu de 1. Ce qui est assez fou, je pense, sur un Ironclad. Est-ce que ça veut dire qu'on va jouer un Ironclad dans toutes les listes? Je ne sais pas. Il va falloir voir le profit de l'Ironclad, ce qu'il fait. Mais en tout cas, ça donne très, très, très envie de jouer un Ironclad. Ce qui ravira certains et pas d'autres, et pas tout le monde. Donc ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Tout le NPE qui dégage. D'ailleurs, on verra aussi que dans Korn, le NPE continue à dégager. Et en toute honnêteté, c'est vraiment très très cool. Alors, il nous montre quelques améliorations de bateaux, je crois. On a l'Exxon Solution All Reliable Hull Plates. Donc ça donne une ward à 5 contre les tirs. En vrai, c'est pas immonde, sachant que les bateaux, ils volent tous. T'as peut-être pas envie de te faire shoot. C'est pas immonde. Est-ce que ce sera le mieux? Dur à dire, mais c'est pas immonde. Merci beaucoup Talvion pour les 20 €. Merci infiniment pour quelques filles de Caradron. Let's go. Merci beaucoup. Vous avez quoi un peu Negative Player Experience. Grosso modo, il fut un temps, Luminette était une armée complètement NPE. Ils ont enlevé le Strike Force en phase adverse pour Ido. Ils ont enlevé là le redeploy. Par exemple, Bellacore, c'est très NPE. Bellacore, faudrait que ça dégage. Mais bon, ça c'est un détail. En deuxième amélioration de bateau, on a les Tracer Fire Rounds. Donc c'est une réaction quand tu tires avec ton bateau. Si tu mets toutes tes attaques sur la même unité, tu n'as pas de negative modifier au hit roll, ce qui permet éventuellement d'aller choper des persos ou des choses qui ont des negative modifiers. Et en vrai, c'est pas immonde du tout. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est quand même assez contextuel et on aimerait beaucoup avoir des choses qui nous permettent de le choisir en début de partie plutôt que sur la liste parce que c'est très, très adaptable en fait. Donc on va voir. Et maintenant ce qu'on voit c'est que l'admiral il peut une fois par bataille
donner un reroll hit des 1. Donc vous allez pouvoir voir tout ça se porte vers un gros Ironclad. Et en vrai, moi ça me fait plaisir, j'aime beaucoup les Ironclad. Maintenant, j'espère que c'est pas l'intégralité du gameplay. C'est pas le gameplay le plus intéressant, hein, on va pas se le cacher. Maintenant, il faut que ça vienne en complément du gameplay Caradron. Là, c'est juste pour l'instant un gros bateau qui tire fort. Donc c'est très intéressant pour ça. Maintenant, il ne faut pas que ça soit uniquement ça. On espère qu'il y aura d'autres choses. On va continuer et on a des règles pour le nulchimiste. Et il est très bien noté puisque les règles sont nulles. Il donne une aura de Ward à 5 contre les Spell Prayer Manifestation Ability. C'est ok, mais c'est pas brillant. En général, si les profils restent les mêmes, c'est pas une Ward à 5 qui va protéger qui vont protéger vos ballons. Ça se prend, hein, mais c'est ultra spécifique. Est-ce que tu veux vraiment dépenser des points dans ta liste pour ça? Dur à dire. Et ensuite, ils ont quand même, de manière assez intéressante, ils ont un truc qui double les damages sur les prêtres wizards des manifestations. Et à voir si on a gardé le Grudge Bearer. Si on gardait le Grudge Bearer, on va 2 fois doubler, ça veut dire x4. Ça peut commencer à être très marrant. Un petit dégât 8 sur un prêtre ou un wizard. Il y a quand même des monstres qui sont prêtres ou wizards. Ça peut être marrant. Maintenant, votre gars, il va probablement galérer à aller accéder à votre target de Grudge Bearer. Maintenant, bon, on verra. Je trouve que son aptitude est un peu décevante, mais nous verrons. Et par contre, il a des tirs dégâts 2 sur les prêtres, ce qui n'est pas dégueu, en 3d6. Et à voir si le Grudge Bearer, il marche sur les tirs. Les joueurs Cardron, là, le Grudge Bearer, il marche sur les tirs. Parce que si oui, les tirs dégâts 4, ils font pas plaisir. Hein. 3d6 tirs dégâts 4, tu serres les fesses en vrai. Hein. Bref. Avançons et on a un début de règle, je crois, sur la plateforme qui a l'air incroyable. Enfin, moi, j'adore. Alors, les Sky Vessel, ils peuvent heal de 3 sur un 4+, et ils peuvent avoir ce rôle sur un 2+, il y a un Endrin Master à côté. Ok, c'est cool, on prend toujours. Ça fait une plateforme qui va réparer les Ironclad. Et en plus, il y a des auto-Endrin drones, donc c'est ces machins-là. Le Nullifier, donc il y en a 3. Il y a le Nullifier auto-Endrin qui est ici. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Donc tu prends toutes les manifestations en combat, donc vous chargez avec, ensuite vous prenez toutes les manifestations et vous faites un manipulation de rôle à 3d6 et vous pouvez banish. C'est pas mal. 3d6 c'est relativement faisable. La plateforme, on dirait une toilette volante, mais pas du tout. Je suis pas d'accord. Le Grudge Blast Auto-Endrin, il prend tous les ennemis en combat et il met des 3 mortels. C'est pas mauvais. Pas mauvais pour un décor gratuit. Et donc ils ont tous un mouvement de 12, 5 PV, CEVA 4. C'est pas mauvais du tout, un 5 PV, CEVA 4, mouvement de 12 pour un truc gratuit, hein, comme ça qui va casser les couilles. C'est vraiment pas mauvais. Hein. Par contre, on n'a pas vu le dernier, c'est ça. Ah, si le Stun Cloud, il descend le control score. Ok. C'est probablement pas le plus fort, mais avoir des pièces de 32 mm, parce que j'ai l'impression que c'est du 32, qui se baladent un peu de manière free sur la map, ça peut bloquer des choses, ça permet d'éloigner des FEP. Ça manquait au Caradron, des genres de manifestations qui peuvent bloquer des FEP, donc pourquoi pas. Et ils peuvent être replaced si on roll well enough. Donc sur un jet de dés, on va pouvoir les ramener à la vie. Et ça, c'est très cool. Je pense que ça va être très cool le jeu autour de ça. Et donc demain, on va savoir ce que fait la nouvelle unité, j'ai l'impression. Hein. Ça, c'est hype. Hein. C'est hype de fou. J'ai très, 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 très hâte.
Moi, ce qui m'inquiète sont les conditions d'invocation de ces bidules. Genre, peut-on en avoir deux du même type? Je pense pas. En général, le but c'est de monter le kit, et donc du coup, à mon avis, ça m'étonnerait. C'est un peu le même problème que la manif Fido. Chaque drone va up le score de Banish. Bon, on sait pas. Mais pour moi, ça va pas être des manifs. Hein, ça c'est des portions de décor. Hein, ça sera pas des manifestations. Vous pouvez pas les banish, à mon avis. Hein. Ça m'étonnerait que vous puissiez banish ça. Hein. C'est pas des manifestations, c'est des trucs physiques. Pas vraiment que vous puissiez banish ça. Hein. Enfin, pour moi, jamais de la vie, vous pouvez banish ces trucs. Hein. Va falloir les kills. Hein. La chronique d'aujourd'hui parle d'ailleurs des nouveaux modèles. C'est cool de voir des cardons renégats. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ils disent que c'est comme des manifs pour dire que les cardons n'en auront pas. Oui, c'est ça, mais ça, pour moi, on les banishera pas. Hein. Bah, les caradrons, en tout cas, on perd beaucoup de jeux avec ça, mais on enlève du NPE, donc je trouve ça bien. Mais j'espère qu'on va retrouver du jeu ailleurs. Donc, un peu en demi-teinte, l'update caradron, parce que certes, toutes les autres armées seront contentes, ce qui est très bien. Mais il faudrait quand même qu'il en reste pour les joueurs caradron. Donc, j'espère que ça va être pas mal. Le seul truc dont j'ai peur, c'est que si c'est pas vraiment compensé par du jeu... En fait, le truc dont j'ai peur, c'est que on va avoir d'abord les règles, puis les points une semaine et demie après. Et il est possible qu'on ait besoin des points pour... on ait vraiment besoin des points pour se faire une vraie idée. Et il y a des gens qui vont se dire soit c'est nul à chier, soit c'est overfort sans voir les points. Alors que souvent, on va avoir besoin des points pour vraiment savoir ce que ça va donner. On va voir. Ça va faire comme KB. Je pense pas. Je pense vraiment que ça va être fine. C'est juste faut pas trop se prendre le chou tant qu'on n'a pas les points, je pense. On verra. Cardon, ça fait quand même, c'est quand même beaucoup dépendant des points, je dirais, comme armée. Donc, ce qui est le cas de toutes les armées. Hein. J'enfonce des portes ouvertes, mais s'ils enlèvent une règle aussi forte et que c'est pas compensé, ça va vraiment être une question de points. On va voir. Faut voir l'ensemble des règles, tout à fait. Tout à fait. Mais en tout cas, hype de fou. Possible que leur décor va coûter 20 points. Jamais de la vie. Je pense que jamais ils veulent sortir des décors à 20 points s'ils veulent que les gens les achètent. Donc le décor il sortira tous les jours à 0. En tout cas, les cardons sont sacrément stylés. Donc j'espère que les règles seront bien et que les points seront bien et que ça sera jouable. On va enchaîner avec les reveals du jour. Et là, par contre, cataclysme exceptionnel. Je vais zapper des trucs. Je vais tout de suite dire Murderlust is dead. Et personne n'est triste que Murderlust soit mort. Les joueurs core ne sont pas tristes et les joueurs en face de core ne sont certainement pas tristes. Le Big Four, c'est quand, après les nouveaux BT? Bien sûr qu'il y a les nouveaux BT. Et ça fait plaisir. Le Big Four, c'est fin septembre. Murderlust is dead. Et ça, le monde entier remercie. Remercie les root writers. Le nouveau Murderlust, c'est une ability que vous allez avoir dès le début et donc vous pourrez vous servir une fois par tour à votre phase, mais aussi en phase adverse. Vous pouvez contrecharger plus facilement, hein, j'ai l'impression. Donc c'est intéressant. Ça vous permet d'être vraiment violent sur la contrecharge puisque vous avez entre guillemets une charge à 3d6 en enlevant un dé, même si ça vous coûte un d3. Mais c'est extrêmement intéressant. J'ai mal à mon corps, ok, mon Bloodbind et mon Murderlust.
Andrea. Korn, ça a l'air incroyable. Ils ont enlevé toutes les capas là. Des cornes, ça a jamais été du contrôle. Ça fait 4 ans que c'est du contrôle, ça n'a aucun sens. C'est bon, Korn est enfin redevenu une faction de tape et c'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait du coup en Korn? On a gardé le concept de Blood Tight, donc vous allez gagner des points de Blood Tight à chaque fois qu'une unité est détruite et vous allez pouvoir vous en servir pour débloquer des compétences avec un arbre de talent ou un arbre technologique. C'est extrêmement intéressant. Je pense pas qu'on avait déjà eu ça dans le jeu. Mais voilà, du coup, l'arbre tech ressemble à ça. Donc pour 0, vous l'avez dès le début, Murderlust. Ensuite, pour 1, vous pouvez débloquer Divine Scorn. Pour 1, vous pouvez débloquer Punish the Pacifist, etc. Alors, je sais pas si c'est... Je pense que si je ne m'abuse, vous pouvez débloquer Divine Scorn et ensuite vous pouvez débloquer Punish. Vous n'êtes pas obligé de continuer dans l'arbre. Vous pouvez faire l'un et l'autre, il me semble. Mais après, c'est dur à dire tant qu'on n'a pas vu la capa exacte. Mais ça a l'air très très cool. Salut Noximilien. Où est-ce que j'ai le PDF? C'est un ami qui me l'a envoyé, donc tu peux le trouver via des amis. Ensuite, toc. Donc Murderlust qui est unlocked for free. Salut des trousseurs. On vient d'en parler, ça va être très 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 utile. Ça va vous fiabiliser vos charges tout le temps. Donc vraiment tout le monde, il y a personne qui déteste ça. Et pour être un petit peu fleuve, vous mettez D3 mortal si vous voulez fiabiliser la charge, ce qui est pas très grave, mais et qui est un peu fluff. Moi je trouve ça très cool. Pour les gens qui aiment le fluff, Andrea, toi qui es très fluff, let's go. On a une preview de Divine Scorn qui est un des premiers paliers et qui nous permet de choisir 3 Wizards ou Priests qui sont à 6 pouces d'unité Blade of Corn en Start of any Turn. Donc c'est quand même assez fort puisque c'est à votre tour et au tour adverse. Donc c'est tout le temps, grosso modo. Dès que vous n'êtes pas loin d'un Wizard ou un Prêtre, sur un 3+, ils descendent power level. Et honnêtement, c'est vraiment très très fort. -1 de power level, c'est vraiment très bon. Et il y en a quand même des Wizards et des Priests qui veulent arriver au corps à corps. Donc imaginez quelqu'un... Ça marche sur les prêtres. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est très très bon. Quelqu'un qui stack une prière et qui veut s'en servir au 3 adverse, s'il a 6 pouces de vous, vous faites sur un 3+, non. Ah, c'est ennuyeux. Donc c'est vraiment pas mauvais. Et en plus, comme ça, un arbre tech, si jamais ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de passer par là. Vous voulez passer par Punish the Pacifist. Et de ce qu'on voit, c'est que Punish the Pacifist, ça met des dégâts aux unités qui ne sont pas en combat. Donc ça, c'est très cool. C'est très, très Korn, c'est genre, allez vous battre, sinon Korn, il va vous mettre des dégâts. Donc ça, grosso modo... Si j'ai bien suivi, ce sera en combat phase, puisque c'est de la couleur de combat phase. Et je pense que mettre D3 mortal à toute unité pas en combat, ça serait bien trop fort. Donc je dirais mettre une mortale aux unités pas en combat. Je pense. Après, il y a including Neuron if you're unlucky. Donc ça pourrait être sur un 4+, mettre D3 à toutes les unités pas en combat. Je sais pas. Mais juste D3 flat, ça serait vraiment trop fort. Donc à voir ce qu'ils vont en faire. C'est sur toute la map. Ouais, ça peut être autour. Ça peut être à X pouces d'unité. À voir. Dur à dire. Mais en tout cas, c'est très cool. Et je peux vous dire que les techs qui coûtent 4 ici, elles ont l'air incroyables. Slaughter Triumphant pour 4 ou Cleave White, The Grid of Corn pour 4. Bon, à mon avis, ça va être bourrin comme jamais. Par contre, pour aller le chercher, il faut un minimum dépenser 7 points. Il faut avoir tué 7 unités pour arriver à débloquer un des deux. C'est pas simple. Après, en vrai, c'est pas si dur.
déjà, vous prenez 500 points de Blood River, vous avez 5 unités à sacrifier. Ça fait déjà 5 morts. Ensuite, vous tuez 2 unités adverses, et vous y êtes, hein, vos 7 unités. Hein. Non, mais il y a des choses à faire. Hein. Franchement, il y a des choses à faire. Donc, ça a l'air très stylé, tout ça. Et j'ai très très hâte de voir tout. Murder the Mystic, à mon avis, les sorciers vont pas aimer. Hein. Ça a pas l'air d'être un truc que les sorciers aiment. Hein. On va regarder un peu. Ah bah, attendez, j'avais pas vu, mais on a Murder the Mystic et on a Revel in Battle. Donc en fait, on a littéralement 1, 2, 3, 4. On a 4 des 8. Donc on a 5, pardon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. On a 5. Non, pardon, on a 4 des 8. On va aller voir ce que fait Murder the Mystic. Murder the Mystic, on choisit 4 manifestations. Ouais, 4 ont toutes les manifestations ennemies, quoi, hein, puisque c'est 4 le max. On fait un banishment roll de 2d6 pour chaque target. S'il est égal ou qui exceed la banishment value listed, on met D3 mortal damage à toutes les unités à 3 de ça. Et ensuite, c'est banished. Waouh! Tu vois, dans le texte, les deux qui coûtent 4. On va voir, ok. Mais déjà, ça a l'air. Waouh! Après, c'est pas si fort dans le sens où il n'y a pas non plus une chier d'unités, une chier d'armées qui se repose vraiment sur les manifestations. Mais en vrai, même une manifestation, ça peut faire mal. Hein. En vrai, c'est vraiment pas dégueu. Hein. Et ensuite, vous pouvez choisir de prendre ça ou autre chose. Et on a Revel in Battle qui est complètement de l'autre côté et qui fait aux un companion weapon ability for combat attack made by enemies that charge this turn and that target a friendly band of corn unit has no effect. C'est overfort. C'est extrêmement bon. Alors, par contre, ça va pas marcher si vous chargez une unité d'élu, par exemple. Mais c'est extrêmement fort. Hein. Revel in Battle, c'est exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel. Hein. Par contre, vous êtes obligé de faire un punish de pacifiste. Mais Revel in Battle, c'est vraiment très, 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 très fort. Hein. Et les plus chiants, c'est celle qui bloque le move et tu es à côté aussi, donc blessure mortelle pour toi. Non, c'est ennemi. Enemy unit. Non, mais Revel, c'est pas une question de contrôle, c'est du tanking, Revel. Mais c'est vraiment très cool. C'est quand tu fais charger. Oui, bah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est quand tu fais charger. Tu tankes. De top tier, donc sauteur triomphant, ça donne toutes les unités qui chargent une attaque en plus. Rien que ça. Plus une attaque quand tu charges, exceptionnel. Les gens qui jouent STD avec la bannière de corne savent de quoi on parle. C'est exceptionnellement fort. Donc, sauteur triomphant, ok. Bah, ça peut coûter 7, hein, je vous le dis. Ça peut coûter 7. Et ensuite, Cleave Wild the Grain of Corn, plus un tweet au combat d'attaque, c'est extrêmement bon aussi. En vrai, ça a l'air vraiment pas immonde. Hein. Ça a l'air vraiment pas immonde. Après, le seul truc, c'est que moi, j'ai bien envie de chercher Punish, Revel, et après, j'ai envie de chercher Slaughter Triomphant. Donc, en fait, il va falloir choisir. Tu peux pas avoir Revel in Battle et Slaughter Triomphant dans la même game. Enfin, en théorie, tu peux, mais ça te coûte si cher. Hein. Avoir les deux, c'est 1, 4, 5, 6, c'est 10 unités mortes. Hein, pour avoir les deux. C'est 10 unités mortes. Mais ah là, mais ouais, c'est anti-MSU au possible. Hein. Ça te coûte cher, ça te fait avoir le sauteur côté 5. Parce qu'on en unlock qu'un par tour, c'est ça? Attendez, où est-ce qu'on voit l'unlock? Ça t'est donné les phases d'unlock? Once per battle round, ok. Ouais, du coup, T5, ça c'est moins bon. T'as raison, Andrea.
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oui, parce que 1, tu pourras pas. Donc ça fait 2, 3, 4, ouais. C'est très fort, mais c'est vrai que c'était 4, quoi. La 10 unités morte, tu as l'aptitude générale. Pas 10 unités mortes. Hein. On a bloqué que 1 par round. Ouais, c'est ce qui est écrit là. Hein. Du coup, on a une ability qui est pas du tout related et qui permet de donner un buff à toute l'armée dès que plus de la moitié des unités sur table ont été détruites. Donc faut se taper vite et fort. C'est le once qui perturbe, pas one. Comment ça, c'est le once qui perturbe? C'est toujours été once, c'est toujours comme ça. Hein. C'est de l'anglais. Hein. Tu vois, c'est écrit partout once, hein, ici aussi. Hein. C'est partout comme ça dans le truc. Hein. Oh, à moins que 10 unités. Bref, à X unités mortes, on verra. Mais grosso modo, ouais, tu actives ça et si j'ai bien suivi, tous les humains vont avoir crit mortel, tous les démons non monstres vont avoir plus un rend et tous les monstres vont avoir plus un damage. Donc c'est un sacré buff. Hein. C'est vraiment un sacré buff. C'est waouh. Donc ouais, c'est un Blade Warrior, ils ont crit auto wound, mais ils avaient pas déjà crit auto wound? Je pense pas qu'on pourra bien en activer plusieurs en même temps. Bah non, c'est écrit le contraire. Hein. C'est écrit que tu pourras pas. Hein. C'est écrit. Instead of spending points to use ability, you use them once per battle round at the start of any turn to permanently unlock abilities. On peut en activer qu'un seul. Hein. Ah mais attendez, il a peut-être raison. Hein. Il y a peut-être un monde où tu peux dépenser autant que tu veux. Hein. Il y a peut-être un monde où tu peux activer. C'est once per battle to permanently unlock abilities. Va falloir voir En fait, on peut pas le savoir en lisant l'article. Mais si ça se trouve, tu pourrais déverrouiller tout l'arme d'un coup, quoi. Moi, je partirais pas trop là-dessus. On unlock partout gratuitement ou tu peux pouvoir l'habiter. Non, non, tu payes. La seule question, c'est est-ce que tu peux avoir 2 habilités en un tour? Ça, on sait pas. Bah non, les points ils vont pas retomber à 0. Les points de 10 vont jamais retomber à 0. Hein. C'est ability que tu peux pas unlock plus d'une fois par battle round, mais tu peux tout. Faut que tu sois clarifié dans le BT. Bah oui, il faut juste lire l'ability. Là, c'est juste. On sait pas si tu peux en unlock qu'une seule par battle round ou si tu peux en unlock plusieurs, mais on le saura. Hein. On va le savoir, vous inquiétez pas. Au pire, on le sait samedi. Hein, donc. Il y a un monde où tiens, ça proc, une qui coûte 1. Ouais, après, c'est dur. Hein. Vous avez rien de rapide. Vous avez rien de rapide T1. Hein. En corne, il y a quoi qui va vite? Il y a quoi qui va vite et qui est sacrifiable? Parce qu'il faut pas non plus aller suicider un Bloodthirster, quoi. Ça vaut pas le coup. Mais il y a quoi qui est rapide et qui est sacrifiable encore? Vous avez les closes. 2 packs de clos. Ouais, t'as les clos qui vont vite, ouais, je suis d'accord. Les chiens vont pas si vite, hein. Vous avez pas run and charge sur les chiens. Hein. Tu te fais taper par un truc par du tir. Oui, enfin l'adversaire, il a le droit de brancher les neurones aussi. Hein. Il va pas vous tirer sur un truc pour vous donner pour vous unlock votre habilité 2.
Les Blood Crushers, si ça finit par tenir la route. Les Blood Crushers, le problème, c'est que pour les suicider, il faut que l'adversaire fasse une connerie de placement. Si la fac Tacoma passe, le scoutisme au clos, c'est cool. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Là, si la... En fait, ils font des facs comme ça quand c'est dans la fac de fin de mois. Hein, c'est toujours le cas. Donc, la fac de fin de mois, on aura le truc. Hein. Tu peux forcer des choix. Ouais, tu peux forcer des choix, on est d'accord. Non, non, mais c'est extrêmement cool. Hein. Là, Korn, très très heureux hein, de ce qui se passe sur Korn. Le scout, il est déterminé avant les mouvements de scout. Donc grosso modo, tu peux utiliser scout sur les Claws of Karnak et sortir de ta zone. Une cinquième armée. Ça a l'air assez stylé, Korn. Vraiment, ça a l'air marrant. Et je pense que c'est assez simple à aborder et que par contre, tu as de la complexité dans le jeu. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Il y a des joueurs Korn dans le chat à part Andrea. Est-ce que vous êtes contents, les joueurs Korn? Et après, on demandera aux joueurs Caradon. Les joueurs Caradon, à mon avis, sont moins contents. Déjà, est-ce que les joueurs Korn, vous êtes contents? Moi, je sais que je suis content. Oh, mais on sait pas si c'est bon ou mauvais. On demande si on est hypé par le gameplay. Moi, ça me donne envie de jouer Korn, moyen. Oui, yes, yep. C'est trop bien. Ils ont fait ce que je voulais. Bof. J'aimerais que les Boldetters se mettent à être moins mous, que je puisse sortir mes sons de maigrichon. Je pense pas que ça changera ça. Hein. C'est des démons basiques, quoi. Dans le gameplay, yes. Bah, nice. J'ai peur du timing et que les buffs puissent arriver trop tard. Bah, ça va être un peu ça la difficulté, je pense. Hein. Trop content. Ok. On a des gens qui sont perplexes et des gens contents. Donc, grosso modo, en moyenne, plutôt contents. Ça, c'est cool. Ton armée s'améliore plus il y a de carnage. Ouais. Fais penser à Doc. Oui et non. Doc, tu peux pas choisir ton pass. C'est pas tout à fait identique, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, tant qu'il y a un buff des Korgorat, je suis heureux. C'est une des figues cornes que j'ai pas, donc bon. Je suis pas si pressé que ça. En plus, elle est vraiment pas belle, cette figue. Hein. Elle est vraiment pas belle. Hein. Faut dire les termes. Hein. Il faut que les profils de cornes collent au corps à corps, version attaque et tank moins. Ouais, bah déjà, vous avez ce truc-là. Hein, lorsque vous déclenchez ça, vous pouvez plus améliorer votre save en corne. Vous avez plus de positive modifier, donc pas de lot attaque, pas de lot défense, pardon, qui tiennent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très cool. C'est vraiment une très bonne idée, ça. C'est pas mandatory, non, c'est pas mandatory, mais ça donne des sacrés buffs, quoi. Ça fait que nous un CP. Et ouais. Donc tout bénef, exact. Voilà, qui a besoin de faire un holo de défense quand tu casses la gueule de l'adversaire? Personne. Faut juste taper plus fort. La meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. C'est ça le motto de Korn. Bon, du coup, un peu plus sage, les joueurs Caradron, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, je suis même pas sûr qu'on ait des joueurs Caradron dans le chat. En vrai, les drones sont trop bien. Mais alors, perdre tout l'anti-jeu, c'est bien pour le jeu. Mais pour Caradron, je peux comprendre. Je comprends les inquiétudes, Grégory. Je comprends l'inquiétude. Caradron manque trop de rules. Ouais, peut-être. À Hirscher.
Hydro-nuit, le reste, je sais pas. Non, mais c'est bien. Vous restez sceptiques, ce que je préfère beaucoup aux gens qui disent c'est nul, c'est de la merde, c'est mort, etc. Donc, je préfère cette vision. Mais là, vous êtes tous une vision on attend de voir, ce que je préfère infiniment à une vision qui serait très négative. Et d'ailleurs, il faudra faire l'effort d'attendre de voir jusqu'au point. Ça va être dur, mais il faudra faire l'effort d'attendre de voir jusqu'au point. J'ai peur de ne pas avoir de choix sur le style de jeu ou rejouabilité. Je comprends, Grégory, je comprends. Pensez que les War Scrolls les War Scrolls de Korn vont changer ou pas des masses? Je pense que ça va pas changer de masse. Si les War Scrolls sont trop faibles, ils baisseront les points et ça deviendra jouable. Ouais, je suis d'accord, Andrea. Mais j'aimerais bien que les War Scrolls soient cool. Décors et drones sont vraiment top. Ouais, c'est clair. Ah, j'ai vraiment un chat bien. Le chat de la bienveillance. Pas de. On attend de voir. On est sceptique, inquiet, mais on attend de voir. Merci, ça fait plaisir. On est comme ça. Et ça fait plaisir. Moi aussi, j'ai mon armée Caradron, on verra. Mais en tout cas, j'achèterai les figues, hein, elles sont incroyables. C'est des vraies armées, pas des LGs. Qu'est-ce qu'il dit? Il est déjà bourré, Andrea. Il est 21h16, t'es déjà bourré. Avec le redeploy de nerf, ils vont peut-être baisser les points en cardon, ça fera plus de fixes sur table. Oui, j'espère. On est bien sur Twitch, on va gueuler sur Reddit. Ouais. Demain, la dernière unité. Ouais, demain, on va voir l'unité. Ouais. Ça va être très, très cool, j'espère. Et j'ai peur que si les stats soient pas à la hauteur, que les gens attendent pas les points pour gueuler. Alors que si ça se trouve, c'est une unité à 80 points, quoi. Donc on verra. Tant que les points et pas toutes les règles sont dévoilées, c'est dur de faire un jeu objectif. Ouais, tout à fait. Tout à fait, McMuffin, tu as raison. C'est bien de baisser les points, mais après, tu arrives sur un truc comme COS où en un an, des listes de 2K sont passées à 1400. Ouais, et bon, à voir. Hein. C'est sûr pour rien du chaos. Oui, c'est sûr pour rien du chaos ce week-end. Annonce vendredi. C'est bien une unité à 80 points. Ouais, c'est clair. Y aura en tout cas, cette saison, il n'y aura jamais de Spawn Thunder avec le nombre d'obscurines que tu as. Tu peux plus les redeploy. Il n'y aura jamais de Spawn Thunder sur cette saison. Et c'est tant mieux. Je pense que ça manque à personne. Sur quel jeu il y a un du chaos AOS sur le World AOS? Sur AOS, là, on a un du chaos qui sort. Vendredi. On aura les figues vendredi. Ça va être incroyable. Enfin, j'en sais rien, mais j'espère. Je pense que je vais craquer. Je pense aussi. Je pense aussi. Andrea, t'en es où du banquier là Cardron et Nain du Chaos qui sortent en même temps. Le banquier, il est en train de. Il est sur le côté là, en PLS ou pas? Gros craquage pour ma part des Nains du Chaos. Ouais, je vais me prendre des commandes de Nains du Chaos. Oh, mais non, Evans. De quoi tu dis? Il est mal le banquier. Ouais, tu m'étonnes. Instant préco de la spirale de Nain du Chaos. J'avoue. Je viens de prendre KT pour mes cos. Faut vraiment que les nains soient très beaux. Ouais, tu m'étonnes. Tu as revu le GT Golden de Rennes, il paraît que Cos ça gagne. Mais on a déjà revu le GT Golden, je crois. Ou c'était ce week-end? Non, mais si c'est Cos gagnant, ça m'intéresse pas. Les Endrin et Sky vont devenir des ballons lourds. Ouais, peut-être, ouais. Heure supplémentaire en vue, Prime Double Machine, c'est bon. Ouais. J'ai vendu une jambe, si quelqu'un a un peu de bois pour que je la remplace. Quelqu'un est preneur d'un rein. C'était ce week-end. Yes. Boc plus KO plus nain du chaos. Ah, après, en Boc, il n'y a pas de nouveauté, donc j'ai déjà quasiment tout ce qu'il me faut en Boc. Hein. J'ai pas besoin de. Je pense pas que j'aurais besoin d'acheter grand chose en Boc. En KO, ouais, mais à voir. Un skip, une couille, ça vaut 180k. Cher. Top 10, 4 cos. Nice. Ouais, cos, c'est un peu chiant. En plus, c'est pas très intéressant à affronter. C'est juste. C'est relou, cos. Vivement que ça soit un peu fixed.
Du chaos, ça sera en octobre. Novembre, on a le temps. Oui, c'est vrai que je crois que c'est ce qui était prédit, c'est sorti en octobre, je crois. Ouais, il y a des gens qui prennent le plan de la vente de la couille à 181 000. Hein. Et il y a des gens dans le chat, je vois, ils sont chauds là. J'étais pas prêt à tout ça en même temps. Ouais. Oh, la boîte de lancement, let's go, la boîte de lancement. Je vais en acheter 4. Ça va être la folie. J'espère qu'il va y avoir des reveals soon pour les fakes. Manque de fraîcheur cette armée. Fake, ils ont eu une grosse. Ils ont eu quand même une grosse sortie. Hein. Enfin, fake, en vrai. Je pense que tu n'auras pas grand chose cette année. Hein, ou cette version. Hein. La dernière version. Fake, ça fait quoi? Ça fait 1 an. 1 an et des bananes. Hein. Fake, il a de l'année dernière. Ouais, ouais. Fake, il n'y aura rien. Hein. Malheureusement, fake, il n'y aura rien. Hein. Vous aurez le BT, il y aura le BT fake, mais il n'y aura pas de figue. Hein. Il vous aura un perso, quoi. Son anniversaire en octobre. Alors, ouais. C'est plus le BT qui me hype. Ouais, bah, il y aura le BT soon. Mais je crois que le BT, on est censé avoir quoi? Night Taunt et puis. Et ensuite fake, c'est ça? Mais là, ils ont l'air de changer pas mal les règles. Donc, moi, je m'attendrai à ce que beaucoup de choses changent pour la suite, anyway. Hein. Mais extrêmement hype par ces Battle Tomes. Ça fait extrêmement plaisir. On va passer. Je sens qu'on va passer une année 2025-2026 exceptionnelle. J'espère qu'ils vont sortir une gamme comme Cruel Boss travailler en figurine. J'espère aussi. Fake nouveau dragon. Je pense pas. Ça me surprendrait. Tu vois comment le rolling des nains du chaos en mode pure spéculation? Aucune idée. Alors là, pour le coup, vraiment, vraiment aucune idée. Hein. Surtout s'ils sortent beaucoup de BT d'un coup. Mais je pense que là, ça va enchaîner. Hein, parce qu'on a besoin de sortir beaucoup de Battle Tom. Là, hein. C'est d'ailleurs étonnant qu'ils fassent des sorties en été. Hein. Il me semblait que d'habitude, ils sortaient pas des Battle Tom en été. Mais là, là ils sont à la rue. Quoi. Ils sont en retard de fou. Donc je pense que c'est pour ça qu'on se tape des Battle Tom en été. Ce qui me va très bien. Hein. J'avais pas du tout envie de voir Korn au Big Four, donc je suis très content de ne pas avoir Korn au Big Four, ou en tout cas pas de le voir dans son itération actuelle. Peut-être dans la nouvelle itération, et ça c'est cool. Double sortie en été, ça fait plaisir. Ouais, ouais, et puis grosse annonce vendredi. Hein. Là, on va avoir une semaine incroyable. Hein. Vendredi, une énorme annonce, et vendredi ou samedi, on aura les Battle Tom. En tout cas par les influenceurs. Ça permet d'avoir une troisième armée aux petits oignons parce que tout est sorti avant, je prends. Ouais, ouais, non, mais ça va être trop bien. En espérant que Kos il passe vite avec une petite fac. Ouais, mais je pense déjà que pour le Big Four, c'est mort. Hein. On n'aura pas de fac qui corrige avant le Big Four, donc Kos, ça va être ça va être très chiant. Mais c'est la vie, j'ai envie de dire. Tant pis. Ça me gave, mais bon. Ça veut juste dire que tout le monde doit ramener Kos au Big Four et c'est chiant quand il y a ce genre de truc, mais bon, voilà. On sait déjà que dans toutes les teams il y aura un Kos, que ça va être le match-up que personne ne voudra jouer, et puis voilà. Hein. Après, je pense que ça risque d'être fac pour le Battle Scroll de septembre, j'imagine. Parce qu'ils ont un peu merdé quand même. Ils ont un petit peu merdé avec Kos. Ça semble être un poil au-dessus du niveau où ça devrait être. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Oh, mon rêve, le dream, faire des pairing assets et mettre tous les Kos ensemble. Le dream. Mais ouais, j'y crois pas. J'y crois pas, Rouen. Mais moi, ça serait mon rêve. Hein. Franchement, jouez votre merde ensemble, là. Et arrêtez de nous casser les couilles. Mais j'y crois pas. Donc bon. En tout cas, que du bon pour AOS. Ouais, carrément. Ça va être incroyable. Ça va être une année de fou hein, sur AOS. Hein.
Franchement, en plus Crucible ça marche bien. Pour les joueurs qui sont sur Crucible, je voulais confirmer que c'est sûr à 99% que ça sera du coup le week-end du 31 août, la partie 2 pour les gens qualifiés. Ça se passera à Paris le 30-31 août. Je vous dirai, ça sera dans le 11e arrondissement, mais je vous donnerai plus de détails sur la localisation plus tard, mais ça se passe dans le 11e arrondissement à Paris fin août, 30-31. Donc on a déjà 2 qualifiés, je crois. Et on verra pour les 14 autres. Ivan, amusez-vous bien les qualifiés. Ivan qui a full troll sa liste. RIP. Juste avant la rentrée. Oui, mais du coup, tous les gens sont là. Moi, en fait, le truc, c'est que moi, je suis à Villers-Bocage le week-end d'avant. Et après, ça faisait le 15 août. Et le week-end du 15 août, c'est mort, personne n'est dispo, quoi. Donc, c'était forcément là. Voilà. Et sur ce, comme je vous l'ai dit en début de stream, je fais un petit break jusqu'au 28 juillet. Et le 28 juillet, on va avoir 1000 trucs à faire. On va regarder toutes les reveals de vendredi. On va faire 2 émissions donc pour analyse de Korn, analyse de Caradron. On va faire des listes, plein de choses. Donc ça va être chargé quand je vais revenir. Donc soyez là. N'oubliez pas, le 2-3 août, il y a un tournoi au French M Café organisé par Martin auquel je serai présent parce que c'est fun. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Et sur ces bonnes paroles, reposez-vous bien. On se voit dans 13 jours. Donc voilà, reposez-vous bien. Et je vous souhaite 2 très bonnes semaines. À lundi 28. Ciao, ciao!